Bien, bonjour et bienvenue à tous. Tout d'abord, je voulais vous présenter mes vœux, les meilleurs possibles et imaginables pour la nouvelle année qui commence. Après être venu à grand-peine à bout de la précédente, cette annus horribilis, comme aurait dit la reine d'Angleterre, mais malheureusement pas à bout de la pandémie, loin s'en faut, au point que nous reprenons les cours dans les mêmes conditions dystopiques qu'avant les congés de fin d'année, mais en plus sans chauffage, donc tout va bien. Et ces conditions dystopiques étaient très bien évoquées dans la vidéo de Clément Gonzalez, que je remercie encore, de nous avoir donné l'autorisation de la diffuser sur le site du collège à la suite de mon cours du 17 décembre. Alors, au cas où vous l'auriez oublié pendant les fêtes ou au cas où vous prendriez le train en marche, je rappelle la question que nous nous posons en cette année universitaire si étrange, à savoir, la Chine est-elle encore une civilisation? Alors certes, la question serait pure provocation si elle visait à contester le fait qu'une civilisation s'est développée à un moment donné à un endroit que nous identifions aujourd'hui sous le nom de Chine. Mais là n'est pas la question. Notre propos est plutôt de nous interroger sur l'apparition ou plutôt la résurgence récente du mot civilisation systématiquement associé à la notion de continuité dans le discours officiel chinois aujourd'hui. C'est d'autant plus frappant que tous les débats sur la civilisation qui ont eu lieu au siècle dernier se sont un petit peu éteints et apparaissent un petit peu datés, désuets aujourd'hui, mais nous voyons cette résurgence en Chine qui nous paraît très étrange. Alors nous sommes partis en novembre de la formule cliché devenue passe-partout de, je cite, la Chine, 5000 ans de civilisation continue. Alors cette formule, il nous a fallu nous rendre à l'évidence qu'elle n'est en réalité pas fondée dans les faits historiques, mais plutôt sur une certaine conception de la Chine comme entité, voire comme essence éternelle, et fondée sur une certaine conception de la civilisation chinoise comme ayant existé de tout temps et de manière continue. Alors, il s'agit là d'une conception qui a été certes largement partagée par les lettrés traditionnels, qui sont ensuite devenus les intellectuels de la modernité, de quelque horizon et de quelque tendance politique et idéologique qu'ils soient, mais c'est une conception qui se retrouve aujourd'hui étrangement reprise à tout bout de champ par des idéologues supposément marxistes qui sont censés être en rupture totale et radicale avec cette vision traditionnelle. Or, comme on l'a vu, ces mêmes idéologues semblent miser beaucoup, même énormément, sur l'archéologie pour étayer et fournir des fondements tangibles à cette fameuse formule qui voudrait faire remonter l'origine de la civilisation chinoise, donc notion elle-même discutable, comme nous le verrons, donc de la faire remonter à au moins 5000 ans. Alors pourquoi 5000 ? Du fait, comme nous l'avons vu, de cette compétition avec l'Égypte et la Mésopotamie.
Alors, nous avons remarqué que l'État chinois, qui est dirigé par, comme vous le savez, un parti unique, le Parti communiste, y a mis d'énormes moyens en finançant directement de vastes campagnes de fouilles archéologiques et en consacrant des séances de travail à l'archéologie au sein même du Politburo. Nous avons vu que ça s'est encore passé récemment. Alors, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés assez longuement au développement de l'archéologie depuis son introduction en Chine il y a un siècle. Et nous avons pu constater que la conception centraliste et continuiste véhiculée par la dite formule apparaît en quelque sorte comme naturelle, c'est-à-dire jamais véritablement remise en question, même pour les archéologues chinois ou assimilés. Alors quand je dis assimilés, c'est ceux qui ont été éventuellement formés en Chine ou qui sont d'origine chinoise mais formés à l'étranger, pour la plupart aux États-Unis. Et c'est une conception qui apparaît naturelle même lorsque ces archéologues chinois ou assimilés sont en butte avec les critiques de leurs collègues et homologues européens ou américains qui leur reprochent ce présupposé culturaliste et, partant, la distorsion méthodologique qu'il induit. Alors, nous avons vu en particulier la passe d'armes entre la professeure Liu Li, ici donc à l'écran, dont je vous rappelle qu'elle est aujourd'hui professeure à Stanford en Californie, mais qu'elle a été formée en Chine dans les années immédiatement post-maoïstes, c'est-à-dire à la fin des années 1970 et au début des années 80. Et je vous rappelle aussi qu'elle se trouvait dans le même train de janvier 1969 que le jeune Xi Jinping, puisqu'ils ont été envoyés tous les deux parmi un millier de jeunes instruits, comme on les appelait, les Zhiqing, de Pékin à Yan'an pour s'éduquer auprès des paysans de cette terre jaune du Shanxi. Et en face, vous avez donc le professeur Lothar von Falkenhausen, qui est professeur à UCLA, donc également en Californie, mais qui lui est européen, et même plus précisément d'extraction aristocratique allemande. Donc vous pouvez difficilement imaginer itinéraire plus différents. Et donc là, nous avons vu leur confrontation d'archéologues sur le plan méthodologique. Alors, le mot chinois qui correspond à civilisation, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois dans le sens d'une civilisation et dans le sens de la civilisation, ce terme, c'est le terme Wenming, qui figure ici. Je ne sais pas si j'ai un pointeur. Non. Donc, il s'agit de ce mot-là, Wenming, en deux caractères, composé donc de Wen, qui veut dire, qui désigne toute forme de trace, et en particulier de traces écrites, et le caractère Ming, qui est lui-même composé donc du soleil et de la lune et qui désigne donc la lumière, tout ce qui est source de lumière. Donc ce terme, nous aurons l'occasion d'y revenir bientôt, mais ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'il est devenu omniprésent dans ces deux acceptions, c'est-à-dire d'une civilisation et de la civilisation, dans la rhétorique et la propagande officielle, comme vous le voyez à l'image, et il fait même partie
des fameuses 12 valeurs cardinales, dont valeurs cardinales du socialisme, dont vous avez des affiches, enfin qui figurent sur toutes les affiches de propagande à tous les coins de rue de Chine. Et vous en avez sûrement vu, on ne peut pas y échapper, si vous êtes rendu en Chine, récemment ou moins récemment. Mais ce qui est curieux, c'est que cette liste que vous avez ici n'en reste pas moins très difficile à mémoriser, même avec la meilleure volonté du monde, tant on peine à en percevoir la cohérence. On va voir justement le détail de cette liste et vous allez voir que c'est assez hétérogène. Alors, cette liste est déclinée sous toute forme d'affichage, de scénographie. Il y en a véritablement pour tous les goûts, pour tout le monde et pour toutes les circonstances. Alors, vous avez ici la version où vous voyez M. Xi Jinping en costume occidental, donc veston-cravate. Donc ça, on peut dire, c'est la version modernité occidentale. Une variante est le même M. Xi Jinping, mais dans son costume Mao, avec la référence au Zhongguomeng, c'est-à-dire donc le rêve chinois, si cher au cœur de M. Xi Jinping et qui véritablement c'est la marque de fabrique de son règne. Vous pouvez aussi avoir la version, si j'ose dire, chorégraphique jeune. Alors là, la chorégraphie manque peut-être un petit peu d'imagination parce que vous avez plutôt l'impression qu'ils sont tous au garde à vous. Et on a même prévu donc une version pour les minorités ethniques, comme ici sur l'image. Alors, cette liste des 12 valeurs essentielles du socialisme, donc en chinois, 社会主义核心价值观, qui a été adoptée par le 18e congrès du Parti communiste chinois de novembre 2012. C'est celui qui a installé Xi Jinping donc, à la tête du parti, où M. Xi Jinping donc, va rester à vie, si on a bien compris. Donc cette liste est composée de 3 séries de 4 valeurs, qui correspondent à ces 3 séries qui correspondent à différents niveaux hiérarchisés. Mais vous allez voir que nous avons dans cette liste un assemblage de notions qui viennent d'horizons et de contextes assez hétérogènes. Alors, vous avez ici sur la première ligne donc la première série qui concerne le niveau national ou le niveau de l'État. Ensuite, dans la ligne en dessous, vous avez 4 autres valeurs qui concernent le niveau de la société et la troisième ligne concerne le niveau de l'individu, le niveau individuel. Alors, si on reprend donc la première ligne, ça commence par le binôme Fuqiang. Fuqiang qui veut dire littéralement Fu, donc la richesse, et Qiang, la puissance. Alors ça a l'air assez banal, oui, enfin, je pense que la Chine exécute très très bien son programme de rechercher donc la richesse et la puissance, je crois qu'elle y est même plutôt bien arrivée. Mais ce qu'on ne voit peut-être pas au prime abord, c'est qu'il s'agit d'un mot d'ordre qui remonte au légisme antique, à l'école des lois, Faratia, dont les principaux théoriciens ont vécu donc juste avant l'instauration du premier empire centralisé, c'est-à-dire au IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Et ce slogan en fait se développe sous la forme Fu Guo Qiangbing, c'est-à-dire donc Fu Guo,
enrichir le pays ou l'État, et Qiangbing, c'est renforcer, donner de la puissance aux armes, la puissance, renforcer la puissance militaire. Donc là, on voit donc que la Chine est parfaitement conforme donc à ce programme qui remonte donc à l'Antiquité. Bon, le mot suivant peut nous étonner quelque peu, c'est Minzhu, donc la démocratie. Donc, évidemment, quelques-uns d'entre nous vont peut-être lever un sourcil, mais la démocratie, enfin, dans le programme du Parti communiste chinois, bon, moi, disons que mon hypothèse, c'est que c'est peut-être un vestige du programme de l'ère républicaine, du programme du tridémisme, du Saminzhui de Sun Yat-sen, qui fait partie quand même des pères fondateurs enfin, de la nation moderne, même pour le Parti communiste, c'est mon hypothèse. Et enfin arrive donc notre fameux Wenming, que on traduit en général dans ce contexte par civilité, puisque en fait il s'agit d'un mode de comportement. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, nous allons revenir en détail sur l'historique de ce mot qui fait véritablement l'objet de ce cours. Et enfin, quatrième valeur sur ce premier niveau étatique, Hexie, l'harmonie. Donc là, c'est un vestige plus récent, puisque c'est un slogan qui a marqué l'ère Hu Jintao, qui a précédé immédiatement celle de Xi Jinping, c'est-à-dire qui s'est terminée justement en 2012 et qui prétend être d'inspiration confucéenne. D'après l'interprétation donc de Hu Jintao du confucianisme, il s'agirait essentiellement donc de créer de l'harmonie sociale. Alors maintenant, justement, on en arrive à la deuxième ligne, c'est-à-dire au niveau de la société. Alors ça commence assez classiquement par ziyou, la liberté. Alors de la même façon que pour Minzhu, la démocratie, certains pourront lever un sourcil en pensant au sort des protestataires de Hong Kong, au sort des Ouïghours, mais enfin passons. Passons donc au deuxième terme, pingdeng, donc l'égalité, donc liberté, égalité. Ensuite, en bon français, on attend en troisième position la fraternité, mais non, c'est pas ça, c'est gongzheng. Gongzheng, c'est l'équité. C'est souvent traduit par justice, mais c'est la justice au sens d'équité. Et enfin, le quatrième terme, c'est Fazhi, qui veut dire littéralement le gouvernement par la loi, autrement dit la légalité. Donc c'est liberté, égalité, équité, légalité. Alors, est-ce qu'il y a là une autre référence au légisme, à la fameuse notion antique du fa, ou est-ce qu'il s'agit de la loi au sens occidental moderne, au sens même de la loi constitutionnelle, auquel cas, là aussi, quand on pense au nombre de juristes qui sont actuellement inquiétés ou même emprisonnés en Chine, on se pose quelques questions. Bien, maintenant, passons à au troisième niveau qui concerne les individus que nous sommes. Alors, la première valeur, c'est aiguo, c'est-à-dire le patriotisme, littéralement aimer le pays. Ensuite, donc on nous demande d'abord d'être des patriotes et en fait, beaucoup de gens qui sont actuellement inquiétés ou qui sont disparus, parce que le verbe disparaître est maintenant à la voix passive en Chine, qui sont disparus. Donc le reproche premier qu'on leur fait, c'est de ne pas être patriote, pas aimer assez la patrie, alors que ce sont des gens justement qui prennent la parole par amour pour la patrie. Mais enfin, ça c'est un autre de ces paradoxes qui est difficile à résoudre.
La deuxième valeur, c'est jingye. Jingye, c'est-à-dire avoir du respect pour l'activité professionnelle en particulier. Donc, il s'agit de la conscience professionnelle ou de l'ardeur à la tâche qu'on met en tant que justement travailleur modèle au service. Auparavant, c'était au service du parti, mais maintenant, ça peut être aussi au service d'une entreprise ou les deux. Le troisième terme, alors là, il est assez intéressant, chengxin. Il s'agit de la combinaison de deux notions confucéennes. Alors, cheng, le premier caractère, c'est le fait d'être entièrement soi-même, on traduit ça en général par sincérité, mais la traduction est un peu faiblarde. En fait, c'est le fait d'être vraiment intègre, d'être entièrement soi-même. Et le deuxième terme, xin, c'est le fait d'être digne de confiance. Alors, ces deux termes confucéens, ils sont là évidemment pour faire, pas simplement joli, mais pour dire qu'il y a cette référence justement à la tradition confucéenne millénaire, etc. Mais aussi, le terme de Xin a son importance dans justement le cadre de cette économie justement virtuelle que la Chine pratique beaucoup. C'est tout à fait intéressant de noter que le mot Xin intervient aussi pour désigner la carte de crédit, Xingyongka. Donc là, être digne de confiance, ça veut dire aussi être digne de confiance en affaires et en tant que citoyen consommateur. Et c'est à cela que vise justement le fameux crédit social, de vérifier justement si les gens sont dignes de confiance dans ce sens-là. Et enfin, la quatrième valeur individuelle est le Youshan. Youshan qui est l'amitié ou la sociabilité. Alors, vous avez ici, là aussi, une intéressante combinaison entre une valeur confucéenne, la relation d'amitié, le Yo, qui est la seule relation, disons, égalitaire dans les 5 grandes relations confucéennes, puisque ça commence par la relation entre le souverain et le ministre, qui est évidemment une relation hiérarchique, qui elle-même est modelée sur la relation du père au fils, également relation hiérarchique. Ensuite, vous avez la relation entre mari et femme, forcément hiérarchisée, n'est-ce pas, dans le sens que vous savez. Et ensuite, vous avez la relation entre frère aîné et frère cadet, là aussi, donc relation hiérarchisée par antériorité. Et enfin, donc la relation d'amitié, qui est la seule relation sur un même pied d'égalité. Mais dans ce Youshan, vous avez également une connotation de camaraderie communiste et qui implique donc un sens du collectif. Donc là, j'ai voulu vous montrer un petit peu dans le détail en quoi consistaient ces 12 valeurs, d'abord pour que vous les preniez à votre compte, n'est-ce pas? Enfin, c'est une leçon de civilité que je vous donne ici, et d'autre part que pour que vous voyez un petit peu le contexte qui fait appel justement à des références extrêmement diverses et de datations très diverses. Alors, cette fameuse civilité que vous voyez en liste ici, elle est, si j'ose dire, mise en avant dans cette autre affiche qui est manifestement destinée aux enfants. Vous voyez donc de nouveau ce mot Wemming qui intervient et qui est même traduit en anglais, civility. Et ce que vous voyez à l'image, c'est donc un groupe de petits Chinois, donc de petits écoliers chinois, tous avec la même casquette,
qui traversent la rue, donc bien en rang, bien groupés, etc. Derrière donc le leader de la classe qui porte c'est d'ailleurs une fille, hein, bon, qui porte un drapeau rouge, hein, et sous donc la direction d'un autre drapeau rouge tenu par cette dame qui fait traverser donc le groupe d'écoliers. Hein. Donc on voit ici que quand le message s'adresse donc à la jeune classe, hein, à des jeunes enfants, hein, c'est à comprendre, la civilité est à comprendre comme le fait de se comporter de manière disciplinée, hein, dans le contexte social, et donc, comme le montre l'image, de rester groupé et marcher dans les clous, en quelque sorte, et surtout derrière le drapeau rouge, c'est-à-dire qui symbolise la guidance du Parti communiste chinois. Et alors, le texte qui accompagne l'image est assez intéressant parce qu'il définit donc ce terme de wenming, et il nous dit que donc ce wenming, la civilité, c'est un élément important du progrès de la société, c'est aussi un symbole important d'un pays socialiste moderne. C'est une condition indispensable de la construction de la culture, alors là vous avez le mot wenhua qui intervient, de la culture d'un pays socialiste moderne. Elle permet de se tourner vers la modernisation, vers le monde, vers la culture socialiste de l'avenir, du peuple, de la science et des masses. C'est un moyen important pour mettre en œuvre la glorieuse renaissance du peuple chinois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce texte, on le retrouve pratiquement à l'identique sur cette autre affiche, où là, je pense que vous reconnaissez sous la faucille et le marteau la statue de Confucius. De toute façon, en Chine, c'est le même modèle partout. Je crois qu'ils ont pris juste un moule unique et ils ont reproduit à l'infini. Comme ça, vous trouvez ces statues de Confucius partout. C'est toujours le même modèle. Et donc, Confucius est associé justement à cette notion de wenming, c'est-à-dire de civilité. Et donc le texte que vous avez est à peu près le même. Il y manque juste une phrase, mais sinon c'est vraiment mot à mot à l'identique. Alors naturellement, je vous laisse apprécier la légèreté du style, hein, de ce genre de texte, mais l'image, elle, illustre bien la volonté d'établir une continuité, là, cette fameuse continuité, entre alors, vous voyez Confucius ici, qui est debout dans un paysage de montagnes qui sont censées être celles du Shandong, hein, de cette province à l'est de la Chine, qui est l'endroit natal en fait, de Confucius. Et sur cette roche, ici, sont inscrits les mots Li Zhibang, c'est-à-dire donc le pays de Confucius, et vous avez cette formule partout au Shandong, c'est le pays des rites et du sens du cérémonial. Autrement dit, justement, du comportement civilisé. Et donc, il y a cette continuité qui est évoquée par l'image entre Confucius et son antique culture ritualiste, avec donc la faucille et le marteau, tous les insignes donc du pays socialiste moderne dont il est question dans le texte, et que incarne la Chine d'aujourd'hui. Alors, ce texte, par ailleurs, est intéressant par certains mots-clés qu'il utilise. J'ai signalé le mot wenhua, donc le mot culture, hein, qui est a un caractère près, en fait,
la même chose que Wenming, mais en fait, au lieu de Ming, vous avez roi. Et donc, on va se demander quel est le jeu qu'il y a justement entre ces deux termes, Wenhua et Wenming. Et d'autre part, il y a aussi cette notion importante de Zhonghua Minzu, c'est-à-dire donc de peuple chinois, sur lesquels nous allons revenir. Mais le plus surprenant et paradoxal dans cette histoire, c'est que cette référence au passé glorieux de la civilisation chinoise et cette obsession de la continuité, le paradoxe, c'est que ce soit le propre du pouvoir actuellement en place en Chine, c'est-à-dire un régime quand même communiste qui se revendique comme tel, et qui, par-dessus le marché, se dit héritier de la révolution maoïste, laquelle a été l'une des plus iconoclastes et destructrices des traces du passé que le monde ait jamais connu, et que la Chine ait jamais connu. Et il suffit de nous remettre en mémoire ce qui s'est passé pendant la révolution dite culturelle, il y a tout juste un peu plus d'une génération, où il s'agissait de Da Sui Jiu Shijie, vous voyez à l'image donc une image de propagande, donc un jeune ouvrier avec une masse en pleine action, donc en train de démolir, donc comme le dit le slogan, donc démolir le vieux monde et Changli Xin Shijie, donc et de par là construire un nouveau monde. Ça, vous avez tout le radicalisme justement de la révolution maoïste dans cette image. Et là, vous avez une image donc de la déferlante des gardes rouges. Ici, c'est même marqué ici que ce sont des gardes rouges, Hong Weiping, ici. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de noter qu'à l'époque, on écrivait encore en caractère traditionnel, le Wei ici. Bon. Et donc, il s'agit donc pour ces gardes rouges de Po Sijiu Li Sixin, donc de démolir, de détruire donc les 4 vieilleries et de mettre en œuvre les 4 nouveautés. Et ici, à côté de ce médaillon où s'inscrit la tête de Mao, vous avez à côté donc le fameux slogan donc scandé pendant la Révolution culturelle, Zhao Fan You Li, c'est-à-dire donc il est tout à fait justifié de se rebeller. Alors, ces 4 vieilleries, donc là vous avez donc la mise en œuvre donc la mise en branle donc de ces gardes rouges en vraie photo, donc vous les voyez sur la place Tiananmen brandissant donc le fameux petit livre rouge ici. Et ici, vous avez donc l'équipe dirigeante au micro. Donc vous avez au micro Lin Biao, dont vous connaissez sans doute la triste fin, qui était censé être le dauphin de Mao, debout à sa gauche, et qui vérifie qu'il lit bien ce qu'il faut, n'est-ce pas? Donc Lin Biao qui a été ensuite éliminé. À côté Zhou Enlai et à côté vous avez encore la femme de Mao, donc Madame Jiang Qing. Et donc Lin Biao est en train de lire justement le détail de ce qu'il faut entendre par les 4 vieilleries, les Sijiu, à savoir donc Jiu Sixiang, Jiu Wenhua, Jiu Fengsu, Jiu Xiguan. Donc les vieilles formes de pensée, Jiu Sixiang, Jiu Wenhua, donc là vous retrouvez le mot Wenhua, la vieille culture, Jiu Fengsu, les vieilles coutumes, et Jiu Xiguan, les vieilles habitudes. Et donc on a ici en quelque sorte en négatif
la définition maoïste de la culture, à savoir justement celle qui est à détruire. Et alors, donc, pendant une dizaine d'années, vous avez justement ce déferlement donc, de violence, mais c'est une violence justifiée, n'est-ce pas, au nom de la Révolution. Ces séances d'humiliation publique où les accusés sont obligés de se tenir toute une journée debout sur une table courbée, la tête en bas, et on leur jette toutes sortes de choses à la figure. Quelquefois, il y a des séances carrément de torture. C'est accompagné justement de caricatures diabolisantes. Autre séance où là, vraiment, on voit justement les mauvais traitements qu'on pouvait subir et qui aboutissaient quelquefois justement carrément à la mort des concernés, et ou alors à pousser justement ces accusés au suicide. Et on se souviendra justement du cas du grand écrivain Lao She, donc dès le début justement de la révolution culturelle en août 66, où Lao She a été tourmenté comme ça pendant une très longue période, et on a fini par le retrouver mort, noyé dans un lac. Et on a prétendu toujours que c'était un suicide. Mais enfin, il y a de quoi se demander s'il n'a pas été suicidé. Je parlais tout à l'heure du verbe disparaître à la voix passive, et le mot suicider peut se conjuguer à la voix passive aussi. Et alors, cette date d'août 1966, c'est une date qui est très marquante pour moi aussi dans mon histoire personnelle, puisque c'est la date exactement à laquelle ma mère est rentrée en Chine. Alors vous voyez un petit peu dans quoi elle est tombée donc à pieds joints en venant de France. Alors ici, vous avez évidemment, comme il se doit, une séance d'autodafé, d'extruction des livres par le feu, qui là aussi, en fait, c'est une scène dont mon mari défunt a été témoin direct, un petit peu comme ces jeunes garçons qui sont autour du tas de livres qui brûlent. Et pour lui, c'était d'autant plus un crève-cœur que son père, donc mon beau-père, était éditeur, et donc il a dû accompagner son père pour aller jeter tous leurs livres au feu, comme ça. Donc voilà. Et ça évoque évidemment aussi, si vous ne l'avez pas vu, ça c'est ma petite parenthèse de cinéphile, le film de François Truffaut, Fahrenheit 451, là où on voit que justement, en fait, toute dictature commence par la destruction des livres. Et enfin, on peut se demander s'il n'y a pas aussi un lointain écho de l'autodafé de 213 avant notre ère, qui a été en quelque sorte l'acte fondateur du règne du premier empereur, Qin Shi Huang. Vous savez, celui qui s'est fait enterrer avec son armée de terre cuite, n'est-ce pas? Et ce premier empereur auquel s'identifiait très explicitement Mao lui-même. Donc là, vous voyez la filiation. Donc ici, autre séance d'autodafé de grande ampleur. Ici, vous avez la vision d'un appartement qui a été visité, entre guillemets, par les gardes rouges. Alors voilà l'état dans lequel ils le laissent. Certains d'entre vous qui ont connu des cambriolages peuvent mesurer un petit peu l'effarement dans lequel on se trouve quand on retrouve son logement dans cet état-là. Et évidemment, il y a cette dimension proprement iconoclaste, c'est-à-dire de la destruction des images sacrées, de quelque religion que ce soit. Alors là, vous avez ici donc des statues qui ont toutes littéralement perdu la tête.
Ici, c'est pas que les livres qu'on brûle, on brûle aussi en fait les statues des divinités. Tout ça, ça va au feu. Ici, vous avez un Bouddha, un grand Bouddha qui est démonté arraché de son socle, et couvert aussi d'inscriptions infamantes. Ici, vous avez une communauté de moines bouddhistes contraints à exhiber une inscription assez ordurière qui dit donc qu'est-ce que c'est que ces sutras bouddhiques, donc ces écritures sacrées bouddhiques, ça vaut pas tellement plus qu'un paix de chien. Donc vous voyez un petit peu le niveau auquel ça se situe. Ici, donc, vous avez bien sûr la destruction d'un temple, et bien sûr, ça n'épargne pas même la religion chrétienne. Donc, vous avez ici des signes de la religion chrétienne qui sont détruits, et les sœurs, les religieuses aussi, conspuées de la même façon que les moines bouddhistes. Et ici, donc, vous avez donc la statue de Confucius qui est elle-même aussi couverte d'inscriptions injurieuses et extrêmement grossières. Donc, ici, on voit justement l'identification de cette statue parce qu'il y a une référence ici, si vous la voyez, à Zheng Yi, donc aux vertus cardinales des entretiens de Confucius, donc la vertu d'humanité et le sens du juste. Et ça continue ainsi. Vous avez une image que j'ai souvent eu l'occasion de projeter, un groupe de gardes rouges en train de détruire à la masse, exactement comme l'ouvrier donc du poster de propagande, à la masse, ils sont en train de détruire consciencieusement donc l'entrée du temple de Confucius à Chufu, sur le lieu natal de Confucius. Là, ils sont en train de brûler donc l'inscription calligraphiée qui figurait au-dessus. Et là, ils sont carrément en train de faire tomber donc la stèle de la tombe de Confucius. Donc, si vous allez à Chufu actuellement, vous verrez que cette stèle en fait porte une fissure. Bon, qu'on a essayé de recoller et de camoufler comme on a pu, mais voilà. Alors, ce qui est tout à fait amusant, si j'ose dire, c'est que une trentaine d'années plus tard, voilà donc votre même temple de Confucius refait à neuf. Vous voyez que tout a été reconstruit en ciment, peinture lurée, tout ça, donc c'est comme neuf. Il n'est pas du tout d'occasion, voilà. Et puis ici, donc, vous avez un officiel chinois qui est en train de découvrir une statue de Confucius. Alors, je ne connais pas ce monsieur, mais en fait, il est de la génération donc, des gardes rouges qui, dans leur jeunesse, je ne dis pas que lui en est un, mais dans leur jeunesse, donc, s'appliquait consciencieusement à détruire tout ce qui pouvait rappeler de près ou de loin cette culture confucéenne. Et donc les mêmes qui sont maintenant aux affaires, au pouvoir, donc vous inaugurent des statues de Confucius à tour de bras. Vous avez cette statue de Confucius qui trône sur le campus de l'Université du Peuple de la Mindaxue à Pékin, dont je rappelle que c'est une université qui a été créée pour la formation des cadres du parti, donc ça vaut son pesant de cacahuètes, donc d'avoir la statue de Confucius maintenant sur le campus. Ici, vous avez donc la statue géante de Confucius qui a été érigée non loin de son lieu natal, où maintenant, en fait, les gens se
vous avez une internationale confucéenne qui vient se rassembler périodiquement devant cette statue. Maintenant, on trouve Confucius mêlé à toutes les sauces. Vous le trouvez ici en face d'un des pères fondateurs américains, donc Benjamin Franklin, qui, je ne sais pas ce qu'il pense enfin, de ce qui se passe actuellement au Capitole, mais enfin ça, bref, ça c'est autre chose. C'est pas quelque chose de très civilisé en tout cas qu'on voit actuellement. Et puis bien sûr donc le règne de Confucius sur le monde entier par le biais donc des instituts Confucius. Et là, je voulais juste comme ça, au cas où ça vous inquiéterait beaucoup, vous donner les dernières nouvelles du Hampan, donc cet organisme officiel qui anime justement ces instituts Confucius. Donc vous voyez ces messieurs autour d'un globe. Bon, ils sont masqués, ça vous prouve que la photo est récente, et ils sont autour de ce globe avec un insigne assez étrange, enfin, qui pourrait nous rappeler à nous, en fait, l'insigne des Templiers. Hein, mais enfin, bon, ça c'est mon mauvais esprit qui est encore en action. Alors, ce que je reviens un instant justement sur une de ces scènes de destruction. Oui, voilà. Où vous avez des références tout à fait intéressantes à un slogan qui avait cours lors justement du grand mouvement de protestation déjà du 4 mai 1919. Ici, nous sommes quelques décennies plus tard, mais ce que vous retrouvez ici collé sur le mur, c'est le slogan qui dit Ta Dao Kong Nar, c'est-à-dire donc abat la clique de Confucius. Et donc c'est une reprise en fait d'un slogan qui était en vigueur pendant le mouvement du 4 mai 1919. Et vous allez voir justement que ce mouvement du 4 mai 1919 est une référence récurrente, mais avec des interprétations différentes au cours de tout le XXe siècle chinois. Alors, comme nous en faisions la remarque la dernière fois, l'actuel leader suprême, M. Xi Jinping, a lui-même souffert, ainsi que sa famille, des violences de la révolution culturelle. Mais est-ce que c'est là la véritable raison pour laquelle il tient tant à restaurer le passé de la Chine et à substituer cette fameuse notion de Wenming, donc de civilisation ou de civilité, à la notion de Wenhua, culture, qui a été donc totalement détruite pendant la révolution culturelle. Alors, la clé est peut-être, et ça c'est une hypothèse, je vous la présente comme telle, la clé est peut-être dans une autre éruption de violence qui a éclaté 20 ans après la fin de la précédente, c'est-à-dire après la fin de la révolution culturelle, qui s'est terminée donc à la fin des années 70, donc 20 ans plus tard, en 1989, vous avez ce mouvement justement pro-démocratique qui s'est beaucoup manifesté mais de manière pacifique sur la place Tiananmen, encore une fois, et dont vous savez qu'elle a été réprimée dans le sang au petit matin du 4 juin 1989. Alors, on oublie parfois que ce mouvement a coïncidé avec la visite du leader soviétique de l'époque, Mikhail Gorbatchev, à Pékin. Et sa visite devait justement être prophétique puisqu'elle a précédé de quelques mois la chute du mur de Berlin et de quelques années l'effondrement total de l'Union soviétique. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant, mais
reprendre justement en détail cette hypothèse parce que je pense que cet événement de 1989 a été, je pense, déterminant dans la façon dont la politique chinoise est menée actuellement. Je pense que ça explique pas mal de choses. Encore une fois, ça reste une hypothèse, mais donc nous allons y revenir la semaine prochaine, toujours dans les mêmes conditions, mais j'espère avec du chauffage. Merci.